Un grand merci Chantal Delsol pour cette belle réflexion. J'ai une petite inquiétude. Vous avez parlé magnifiquement tous les deux du progrès et du progressisme. Je pense que nos amis présents vont finir par avoir un soupçon. Est-ce que je ne vous ai pas invités tous les deux pour préparer nos agoras d'été? Je leur garantis que ce n'est pas le cas. Alors sur le progrès, vous avez cité cette belle formule là, cartésienne, hein, la santé qui remplace le salut. Et ça a fait revenir en mémoire un chapitre d'un ouvrage récent que vous connaissez certainement, de Robert Heidegger, Le progrès, point final, où il y a un chapitre entier qui est consacré à la santé, qui prend le relais du salut. Mais Descartes va très loin, parce que dans une lettre qui est rarement citée, un ami l'interroge sur sa santé et dit « Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je ne mourrai pas, les progrès de la médecine vont faire en sorte que je serai immortel. » Bon, il ne dit pas ça textuellement, mais c'est le sens. Et puis, vous avez cité, et ça m'a enchanté, quelqu'un dont je pensais être le dernier à me souvenir en France, qui est Darius Shayegan. Vous avez cité « Qu'est-ce qu'une révolution religieuse ?» Moi, je cite souvent le Regard mutilé, qui pour moi est un très grand livre, un superbe livre, qui n'a pas pris une ride, que j'ai cité abondamment dans mon livre sur l'islamisme, le Manifeste des esprits libres. Je dis que ce livre mérite d'être lu aujourd'hui encore. Il n'a pas pris l'ombre d'une ride. C'est donc à moi. Je vais me situer à un niveau infiniment plus bas que mes prédécesseurs, c'est-à-dire que devant les philosophes éminents qui sont à cette table, j'ai renoncé à rivalité, et donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus modeste. Je vais, tout en ayant peut-être une toute petite ambition, je vais jouer au politologue, je pense que Chantal Delsol me le pardonnera. Je vais réfléchir sur mai 68 et ses conséquences en essayant de réveiller aussi quelques souvenirs vécus. 50 ans après, Luc Ferry le dit dans Le Figaro, hein, pensez mai 68 demeure une énigme, je crois qu'on en est tous d'accord. 50 ans après, on n'est pas certain du tout d'avoir compris ce qui s'est passé dans ces mois très, très étranges. Alors était-ce une révolution? Vous l'avez dit l'un et l'autre, au sens politique du terme, on est obligé de répondre non. Ça n'est pas une révolution. L'argument majeur, on peut quantité d'arguments, elles sont évidemment possibles. Le premier, c'est que De Gaulle a continué à dominer le paysage après mai 68 comme il le dominait auparavant. Mais le second argument que j'utiliserai, c'est que, rappelez-vous, c'est pour ceux qui étaient adultes à l'époque, ces 2 journées où De Gaulle a disparu et où le pouvoir était vacant. On a appris seulement après qu'il était allé rejoindre le général Massu à Baden-Baden. Rappelez-vous le désarroi de ceux qui étaient censés pouvoir s'emparer du pouvoir. Ils étaient tous tétanisés, et au lieu de profiter de cette situation pour aller au bout de la révolution, entre guillemets, bien évidemment, tout le monde était mort d'inquiétude, et finalement heureux de voir le retour de De Gaulle. Alors était-ce une crise de civilisation? Sans doute davantage. Bien entendu, si on relie mai 68 à tout ce qui se passait depuis des années, aux États-Unis en particulier, avec les mouvements beatniks, hippies, etc., à ce qui se déroulait dans les autres pays développés, même dans les pays de l'Est. Rappelons-nous le printemps de Prague, la Tchécoslovaquie, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y avait une sorte d'effervescence planétaire, assez curieuse, peut-être une question de génération, ça reste un peu énigmatique aujourd'hui. Alors même si ce diagnostic de crise de civilisation est pertinent, en fait les paradoxes abondent, et moi je vais essayer de mettre en lumière l'ensemble des paradoxes devant lesquels nous nous trouvons. Cette explication par la crise de civilisation soulève à mon avis plus de questions qu'elle n'apporte de solutions. Alors ce qui me semble hors de doute, c'est que ces quelques mois sans équivalent dans notre histoire, je crois qu'on n'a pas quelque chose qui ressemble vraiment directement, qui est homologue à cette période, ont modifié en profondeur la société française. Et ils l'ont modifié en particulier en ouvrant une faille béante entre 2 paradigmes, pardonnez-moi ce mot un peu technique, mais il est devenu usuel aujourd'hui, 2 modèles, une faille béante entre une idéologie marxisante et totalitaire, Chantal Delsol a employé le terme, et je le reprends, d'un côté, et puis des aspirations individualistes, hédonistes, libertaires de l'autre. Et cette faille me semble avoir déterminé les décennies suivantes, de façon souterraine, invisible, et c'est la thèse que je vais tenter de défendre devant vous cet après-midi. Alors j'ai mis grand écart au singulier, un grand écart jamais complet, je crois que j'aurais dû mettre grand écart au pluriel, les grands écarts, les paradoxes de mai 68 que je vais égrener devant vous.
Je commence par les paradoxes et les ambiguïtés d'un soi-disant rejet de la société de consommation. La France avait vécu, comme d'autres pays, une explosion de la consommation depuis l'après-guerre. Je peux donner quelques chiffres, rappeler quelques chiffres. En 1958, il y avait 1 million de téléviseurs en France. En 1965, 5 millions de téléviseurs en France. Et on sait l'importance qu'a joué la télévision au moment de mai 68. Les machines à laver, en 1958, 10% des foyers sont équipés. En 1974, donc quelques années après 68, 70%, multiplié par 7. Le réfrigérateur, c'est l'exemple le plus spectaculaire. 1958, 10% des foyers ont un réfrigérateur. 1969, 80% des foyers ont un réfrigérateur. Même chose pour l'automobile. J'arrête là les chiffres. Et donc, premier paradoxe, c'est au moment où la France accède avec enthousiasme, pourrait-on dire, à la société de consommation, car rappelons-le, avec énergie, nul n'est obligé de s'équiper d'un téléviseur ou d'un lave-linge. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'allez pas en prison si vous n'en achetez pas. C'est au moment où la France accède avec enthousiasme au bien-être et à la société de consommation qu'un vent de révolte semble se lever contre cette société de consommation. Un vent de révolte qui va culminer d'une certaine manière dans les années 60 et en mai 68 en particulier. Alors ce vent de révolte, vous vous en souvenez tous, il s'est d'abord levé aux États-Unis, avec les mouvements que je citais tout à l'heure, le mouvement hippie en particulier. À la différence de la France, les États-Unis étaient entrés depuis longtemps dans cette société de consommation. Second paradoxe, aux États-Unis comme en France, on le sait bien, ce sont les élites qui ont dénoncé la dite société de consommation. Cette société de consommation avait l'approbation des classes populaires, dont le niveau de vie s'était amélioré de façon spectaculaire depuis 1945. D'où la fameuse dénonciation par le Parti communiste, par la CGT, des petits bourgeois, qui étaient supposés être à la tête du mouvement étudiant, ces petits bourgeois sur lesquels tapait allègrement le Parti communiste et la CGT avant les accords de Grenelle. Dans la lutte entre les communistes, supposés, je cite un livre de Lénine bien connu, supposés nous guérir de la maladie infantile du communisme, le gauchisme, la maladie infantile du communisme serait le gauchisme, selon Lénine, et Cohn-Bendit lui a répondu par un petit livre absolument adorable, la maladie sénile du communisme. Il faut nous guérir de la maladie sénile du communisme. Eh bien, entre les séniles et les juvéniles, ce sont les séniles qui l'ont emporté. C'est quand même un premier constat indiscutable. Ils l'ont emporté en juin 1968 et ils l'ont emporté une seconde fois en 1981 en imposant à François Mitterrand un programme économique intenable dont il aura la sagesse de se défaire dès 1982. Parlons de la jeunesse, de la formation des Français. Chantal Delsol y a fait allusion. D'abord, le pays est jeune. En France, en mai en 68, un Français sur 4 a moins de 16 ans. C'est 1 sur 5 aujourd'hui. Le chiffre des bacheliers est tout à fait spectaculaire. En 1950, 32 262 bacheliers. Vous voyez, on a un pays bien administré. On connaît les bacheliers à l'unité près. Donc 32 262 bacheliers en 50, 139 541 bacheliers en 70, 5 fois plus. Nouveau paradoxe. C'est au moment où une réelle et puissante démocratisation du système éducatif se produit, incontestable, que des sociologues tels que Bourdieu et Passeron écrivent Les Héritiers en 1964 et 2 ans après 68, en 1970, la reproduction qui a été la Bible de certains. Donc des sociologues, aux antipodes évidemment de Maffezoli, vont dénoncer le caractère scandaleusement inégalitaire du système éducatif français au moment même où celui-ci se démocratise. Alors là, j'ai un petit regret. J'ai lu, dans les années 70, un essai dont j'ai oublié à la fois le nom d'auteur et que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, comme un certain nombre d'autres livres que j'ai la faiblesse de prêter, malheureusement. Donc j'ai lu un essai dont je me souviens parfaitement et sans jamais avoir pu retrouver ni le nom de l'auteur ni le titre. L'auteur de cet essai se demandait si le mouvement de mai 68 dans les universités n'avait pas pour origine la crainte des enfants de bourgeois d'être dorénavant concurrencés dans leur cursus par une masse de jeunes gens et de jeunes filles issus des classes populaires.
Bon, la thèse est un peu extravagante, elle n'est pas peut-être totalement stupide. Alors, on est allé dans ces années-là du communisme au gauchisme, essayons de voir rapidement comment les choses se sont passées. Au début des années 60, l'UEC, l'Union des étudiants communistes, avec à sa tête des hommes dont les noms sont très connus, Bernard Kouchner, Serge July, l'UEC s'éloigne du Parti communiste avant une reprise en main par ce même PC. J'ai un souvenir d'étudiants, je vous en raconterai d'autres tout à l'heure. Au mois d'avril et tout début mai, les étudiants communistes avec qui nous discutions à la faculté des lettres de Nice, dont le comportement nous intriguait, nous répétaient: pour nous, il y a un dogme absolu, quand nous ne sommes pas d'accord avec le parti, nous nous mettons sous cloche et nous attendons que ça s'arrange. Ceux qui ne réintégreront pas l'UEC vont former des groupuscules à la gauche du Parti communiste, les maoïstes formant les groupuscules les plus influents, les mieux organisés. Nouveau paradoxe. En novembre 67, l'organe des Mao français, qui s'appelait Garde Rouge, titrera, je cite, « Implantons l'autorité absolue de la pensée Mao Tse-tung ». Comment des jeunes gens, ayant rompu avec le dogmatisme du Parti communiste, peuvent-ils faire au sein des groupes maoïstes l'apologie d'une autorité absolue, incontestée et incontestable? Celui parmi vous qui a la réponse à cette question, je lui demande instamment de me l'indiquer tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai retenu sur un plan très personnel de mon année de 1967-68 à la faculté des lettres de Nice? Je vais vous le raconter brièvement. Début avril, nous recevions dans nos salles de cours des étudiants de l'Union des étudiants communistes qui venaient dénoncer le scandale des comportements gauchistes, qui venaient dénoncer ce qui se passait à Nanterre. Et puis, à partir du début mai, les étudiants de l'UEC, sur ordre du Parti communiste, ont rejoint petit à petit le mouvement. Premier paradoxe, l'hostilité évidente du Parti communiste et de l'UEC fin mars et avril 68 a précédé, je vais employer un mot très à la mode à l'époque, je vais faire rajeunir certains d'entre vous, la récupération du mouvement par les communistes de l'époque. Début mai, la décision est prise de fermer Nanterre, puis la Sorbonne, ce qui amène quelques étudiants niçois, dont j'étais, qui n'étaient ni communistes ni gauchistes, et je partage avec Chantal Delsol ce privilège de faire partie des rares étudiants de l'époque qui n'ont jamais été tentés ni par l'un ni par l'autre. Eh bien, quelques étudiants niçois, philosophes la plupart, qui faisaient partie de la section de philosophie, décident de créer un mouvement, tout début mai, qu'on allait nommer le mouvement des étudiants non syndiqués. Le 10 mai 68, à Paris en province, apprenant qu'ils seront empêchés de passer leurs examens, un grand nombre d'étudiants, qui étaient jusque-là étrangers au mouvement, décident de rejoindre ce mouvement et de participer aux fameuses manifestations du 13 mai, dont je reparlerai dans un instant. Et c'est le cas du mouvement des étudiants non syndiqués. Ce mouvement des étudiants non syndiqués participe à l'occupation de la faculté. On dormait dans la salle des profs. La faculté était neuve, hein, donc la moquette était très confortable. De très bons souvenirs. À 2 h du matin, un boulanger venait nous livrer gratuitement des pains au chocolat. Enfin, moi, j'ai des souvenirs idylliques de cette époque. Les amphis sont baptisés par les étudiants de l'UEC, mais aussi par les gauchistes, curieusement, de noms troublants: amphithéâtre Staline, amphithéâtre Trotsky, amphithéâtre Lénine. Second paradoxe, des assemblées générales gauchisantes, infiniment plus proches des courants anarchistes et libertaires que du mouvement communiste, se tiennent dans des amphithéâtres portant le nom des figures emblématiques du système totalitaire soviétique. Début mai, un accord est signé à 3 h du matin entre le mouvement des étudiants non syndiqués, dont j'étais un des chefs de file, les gauchistes et l'UEC. Et cet accord débouche sur un très beau résultat, puisque fin juin, des élections sont organisées pour une assemblée constituante, et nous nous présentons à ces élections, et nous faisons un superbe score, puisque nous arrivons immédiatement derrière les gauchistes et loin devant les étudiants de l'UEC. Et grâce à cette victoire électorale, Nice fut la seule faculté des lettres de France à organiser ses examens en juillet, sous forme allégée, sous forme d'un oral, alors que partout ailleurs en France, les examens furent repoussés au mois de septembre.
C'est ainsi que je suis un licencié de philosophie de mai 68, mais ne le répétez à personne. Troisième paradoxe. Dans cette période troublée, quelques individus déterminés, dont j'étais, et peut-être Chantal Delsol à Lyon de la même façon, ont eu la possibilité de peser d'une certaine manière sur les événements. C'était le cas à Nanterre avec Cohn-Bendit, et à un niveau infiniment plus modeste, c'était le cas des étudiants dont je faisais partie à Nice. Et je pose une question que je reprendrai tout à l'heure, en m'aventurant sur un terrain peut-être dangereux, mais c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé dans la France de 2017, avec les marcheurs d'Emmanuel Macron, quelque chose d'un petit peu semblable? Je reviendrai sur cette interrogation dans la dernière partie de mon exposé. Alors, quelles sont les ambiguïtés majeures du mouvement de 68? Je rappelle très rapidement, je ne vais pas refaire l'historique, on va en parler, je pense, largement dans les semaines qui viennent, dans la presse. Je fais quelques rappels très brefs. Le 22 mars est créé donc un mouvement qui va porter le nom du mouvement du 22 mars, à Nanterre, autour de Daniel Cohn-Bendit. Les raisons, Chantal Delsol les a évoquées rapidement tout à l'heure. L'accès au dortoir des filles dans la cité universitaire, les garçons n'avaient pas le droit d'aller dans le bâtiment du dortoir des filles. Les problèmes de débouchés en sociologie, il y avait une masse d'étudiants en sociologie, des débouchés très faibles. La dénonciation du mandarinat, on se mettait en révolte contre des professeurs supposés tout-puissants et sans contre-pouvoir. À la suite des fermetures de Nanterre et de la Sorbonne, des manifestations éclatent au quartier latin, entre le 3 mai et le 10 mai, des barricades tous les soirs au quartier latin. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce mouvement, disons, animé par des gauchistes ou des maoïstes, est repris en main par le Parti communiste et l'UEC. Et le 11 mai, la CGT et la CFDT appellent à la grève générale pour le 13 mai, et on bascule de la révolte étudiante à la récupération, entre guillemets, par les syndicats et par le Parti communiste. Le 13 mai, immense manifestation, 300 000 manifestants au quartier latin, des manifestations dans toute la France, avec un slogan qui domine « 10 ans, ça suffit ». 10 ans, c'était les 10 ans de pouvoir du général de Gaulle. Tout au long de ce mois de mai, des dizaines de feuilles renéotypées voient le jour. J'en cite quelques titres: Action, L'Enragé, Le Pavé. Michel de Certeau, qui était un bon observateur, a écrit « On a pris la parole en 68 comme on a pris la Bastille en 1789 ». Je ne sais pas si la comparaison a une valeur immense, mais je la cite telle qu'elle est écrite. Le 20 mai, grand rassemblement à la Sorbonne en présence de Jean-Paul Sartre. Le 21 mai, Daniel Cohn-Bendit quitte la France pour rejoindre son frère à Berlin. Il a probablement compris que le mouvement lui échappait totalement. Le 25-27 mai, les accords de Grenelle, qui sont d'abord refusés par les ouvriers de Billancourt avant d'être acceptés. Premier paradoxe, dans cette troisième partie de mon exposé, un mouvement qui a été construit en marge du Parti communiste, dénonçant la récupération par les communistes, engendre une grève très classique, grève générale, menée par la CGT et le Parti communiste, qui se présenteront comme les grands vainqueurs de cette période, qu'ils refusaient catégoriquement tout au long du mois d'avril. C'est fort de cette victoire, entre guillemets, qui deviendront des alliés incontournables de François Mitterrand dans sa conquête du pouvoir et dans sa victoire au présidentiel de 1981. Le 5 juin, après son retour de Baden-Baden, une immense manifestation de soutien sur les Champs-Élysées, on parle d'1 million de personnes, mais ça c'est selon la police, selon les manifestants, en tout cas une immense manifestation sur les Champs-Élysées a lieu pour soutenir le général de Gaulle, et les élections de la fin juin sont un triomphe pour ses couleurs. Second paradoxe, cette France qui semblait haïr de Gaulle le soutient massivement au mois de juin, avant que tout le monde ne devienne gaulliste 25 ans plus tard, chacun le sait, il n'y a plus que des gaullistes dans les années 90 en France. Évoquons maintenant rapidement l'après-68, la gueule de bois de l'après-68, cette utopie dont ce que Chantal Delsol a évoqué, et Michel Maffezoli aussi, chacun avec leur concept. On a tendance à oublier parfois qu'il y a eu le mois d'août après le mois de mai. Le 21 août 68, les chars du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie
entre dans Prague pour écraser ce timide mouvement d'émancipation de l'époque qu'on a appelé le printemps de Prague. Le 16 janvier 69, Jan Palach, honneur à son nom, étudiant en révolte contre l'occupation soviétique, s'immole par le feu sur la place Venceslas, et nous avons pu vérifier avec mon épouse dans un voyage à Prague à quel point ce lieu est fleuri en permanence par les Tchéques. La gueule de bois est générale. En France, l'éruption libertaire débouche sur la consolidation d'un régime relativement conservateur, celui de De Gaulle, même s'il tentera de le faire évoluer, ce qui d'ailleurs l'écartera du pouvoir. Et en Europe, les aspirations de liberté des peuples sont écrasées sous les chenilles des chars soviétiques. En France, Georges Pompidou va continuer à développer l'économie française avec de beaux succès, tout en lâchant du lest au niveau universitaire avec les réformes chapeautées par Edgar Faure, dont on se souvient. Toujours en France, Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République en 1974, après la mort de Pompidou, accentue les réformes. Majorité à 18 ans, loi sur la contraception, loi Simone Veil sur l'IVG. Mais Giscard est battu par Mitterrand en 1981. Celui-ci commence, je le disais tout à l'heure, à gouverner avec les communistes en mettant en place une politique économique très socialisante qui se révèle très vite un fiasco gigantesque. Et dès juin 1982, il doit faire machine arrière et se séparer des communistes. Alors deux paradoxes considérables. Le premier, c'est que les aspirations à une évolution des mœurs, à une évolution des structures sociales, qui avaient émergé contre la droite, entre guillemets, ont été d'abord prises en compte par cette même droite, c'est-à-dire Giscard d'Estaing, mais il est chassé du pouvoir en 1981 par une gauche traditionnelle, fortement antilibérale. Le second paradoxe, c'est qu'à partir de là, un clivage qui était présent en mai 68 va dominer le paysage français, selon moi. Un grand écart, ce que je dis, beaucoup l'ont dit avant moi, je prétends à aucune originalité, un grand écart entre une droite libérale sur le plan économique, mais traditionnaliste sur le plan sociétal, et une gauche dirigiste sur le plan économique, mais libérale sur le plan des mœurs. Ce grand écart nous a conduit pendant 20 ou 30 ans. Deux courants issus de 68 vont s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre et vont donner naissance à des formes révélatrices des contradictions de mai 68. D'un côté, un mouvement marxiste-maoïste révolutionnaire qui va dériver en direction d'une stratégie terroriste qu'on a tendance à oublier un petit peu aujourd'hui. Il n'y a pas que les musulmans qui mettent des bombes. Action directe en France, la bande Abadère en Allemagne, donc un courant terroriste issu du maoïsme. Et en face de lui, si j'ose dire, un courant libertaire qui va donner naissance à de grands rassemblements, à des communautés de type hippie. Août 69, le fameux festival de Woodstock. En septembre 69, le festival de l'île de White. En 70, il y avait en France au moins 500 communautés hippies, au sens large du terme. Permettez-moi un souvenir de jeunesse. J'étais dans mon premier poste de professeur de philosophie au lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio. Je l'ai raconté il y a quelques années dans Var Matin. Grande effervescence, un matin, j'arrive en cours, 3 élèves avaient disparu. On apprend quelques jours après qu'elles ont fugué et qu'elles ont rejoint une communauté hippie dans le Massif central. Et vous vous doutez bien que celui qui était nécessairement responsable pour avoir semé des idées tordues dans l'esprit de ces jeunes élèves, c'était évidemment le professeur de philosophie. Elles ont rejoint leur domicile quelques jours après, tout s'est bien passé et j'ai été disculpé. Troisième paradoxe, les fronts secondaires de 68 vont devenir les fronts principaux des décennies suivantes. Le jeu a supplanté le nous, on dit certains, le droit à la jouissance va devenir primordial, c'est peut-être le retour spiralesque de Maffezoli, avec la libération sexuelle, avec le MLF, avec la lutte en faveur des homosexuels, tout ce qui s'est mis en place et qui continue à se développer d'aujourd'hui. Rappelons quelques dates, en 4 ans il se passe quand même beaucoup de choses. En 70, les États généraux de la femme au Palais des Congrès de Paris. Le 20 novembre 71, la première manif MLF à Paris.
à la mi-mai 72, dénonciation des crimes contre la femme, et puis en 73, l'occupation du plateau du Larzac. C'est le début de la grande notoriété de José Bové. Donc retour au principe de réalité, sous toutes ses formes, pour employer le jargon freudien. D'abord une hécatombe des héros des années 60. Vous connaissez tous, je pense, la chanson de Jane Birkin, ex-fan des 60s. En moins d'un an, Jimi Hendrix meurt d'un abus de somnifères, le 18 septembre 70. Il avait été le héros de Woodstock. Janis Joplin meurt d'une overdose d'héroïne, le 4 octobre de la même année. Jim Morrison meurt d'une overdose le 3 juillet 71. Les années 70 et 80 vont voir s'écrouler les rêves, l'utopie peut-être, pourrait-on dire, de mai 68. Le rêve partagé par la mouvance communiste d'une société plus juste, plus égalitaire, ce rêve s'écroule face aux révélations de l'horreur des systèmes totalitaires, j'en reparlerai rapidement dans quelques instants. Quant au rêve libertaire gauchiste d'une évolution qui nous éloignerait d'un matérialisme égoïste, qui nous conduirait vers une fraternité communautaire, ce rêve s'écroule pour deux raisons principales selon moi. D'abord des catastrophes écologiques qui se succèdent, pétroliers, etc. Et puis un véritable déchaînement de la consommation, parce que ce mouvement qui voulait nous sortir de la société de consommation, on sait bien comment certains sont passés du Colmao au Rotary et ont envahi les agences publicitaires pour nous enfoncer dans la consommation débridée. Paradoxe, la mouvance communiste, qui avait apparemment trouvé un nouveau dynamisme à la fin mai 68, a perdu en quelques années toute crédibilité. C'est un événement considérable. Je rappelle quelques moments de cette évolution, qui est peut-être presque une révolution. D'abord les nouveaux philosophes, au début des années 70, qui tournent la page de cette époque, rappelée par Chantal Delsol, et que j'ai bien connue également, où tout le monde était marxiste ou communisant, sinon on était des fachos. Donc les nouveaux philosophes au début des années 70, la diffusion des œuvres de Solzhenitsyn, qui a été d'une importance considérable, la médiatisation en 1975-1976 du drame des Boat People vietnamiens, qui a ému la planète entière, la sinistre découverte en avril 1975 du massacre du tiers, je dis bien du tiers, de la population cambodgienne par les Khmers rouges, auxquels certains intellectuels français avaient tenu à rendre hommage au début de leur parcours, ce qui veut dire le degré de stupidité auquel peut conduire certaines idéologies. Enfin, les révélations sur les hécatombes chinoises, suite à la mort de Mao en 1976, tout cela a préparé l'effondrement du système communiste en 1989. Je résumerai d'une seule formule, en recourant une fois de plus au langage freudien, Thanatos a vaincu Eros. Alors, dans la dernière partie de mon exposé, je vais vivre dangereusement, et ça c'est Nietzsche, mon cher Maffezoli qui me l'a appris, je vais jouer au politologue, voire au prophète. Où en sommes-nous, 50 ans après mai 68, de ce grand écart, de ces grands écarts, de ces paradoxes que j'ai égrenés, dont je n'ai repéré que quelques facettes dans un discours nécessairement elliptique. Je vois deux héritages, et je vais peut-être vous étonner. Un premier héritage que j'appellerai, pour aller vite, l'héritage macronien. Les manifestants des défilés du 13 mai hurlaient « 10 ans, ça suffit ». Je vous pose la question suivante. Le dégagisme, vous avez tous entendu ce terme, le dégagisme qui s'est manifesté aussi bien lors de l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 que lors des législatives, encore plus nettement, des 11 et 18 juin. Est-ce que ce dégagisme ne fait pas écho au rejet du général de Gaulle par les manifestants de mai 68 ? Est-ce que nous n'avons pas assisté, 50 ans après, à ce que Gérard Mendel, qui est aussi quelqu'un qu'on oublie un peu trop, à mon avis, appelait la révolte contre le père, vous y avez fait une allusion, cher Chantal Delsol, la révolte contre le père, qui avait trois cibles principales en 68. Le général de Gaulle, papa de Gaulle, les mandarins universitaires et les pères autoritaires. Voilà les trois figures du père qu'on a voulu chasser en mai 68. Il est certain que les choses sont différentes en 2017.
Chasser les hommes au pouvoir, c'est quelque chose qui s'est étendu à l'ensemble de la classe politique, et pas seulement au président de la République. Par contre, vous avez constaté comme moi qu'on a épargné les enseignants, pour une raison très simple, j'espère ne faire de peine à personne, c'est qu'ils ont renoncé depuis longtemps à toute autorité. Et on a épargné les pères de famille, parce que vous le savez aussi bien que moi, les pères de famille sont devenus les papapoules de tous les tanguis de la société française. Retour du dégagisme et peut-être un nouveau spontanéisme. Les marcheurs du mouvement créé de toutes pièces par Emmanuel Macron. Rappelons quand même que ce mouvement a étonné tout le monde. N'ont-ils pas participé, sans le savoir, à un remake de 68 ? Quand un spontanéisme en marge des partis, en marge des organisations institutionnelles, a balayé le système établi pendant quelques mois avant la reprise en main par les communistes et ensuite par De Gaulle. N'y a-t-il pas comme un air de 68 réussi dans la République en marche ? Si ces proximités, que je signale avec beaucoup de prudence, n'ont pas été relevées, me semble-t-il, par les observateurs, c'est peut-être parce qu'on a en France une gauche archaïque, assez unique en Europe, qui n'a voulu voir en Macron que le représentant des élites mondialisées, des riches, et qu'on a réservé aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon cette dimension spontanéiste présente chez les marcheurs macronistes. Alors, quitte à choquer, je vais sans doute choquer, mais j'assume, j'aurais envie de dire que Mélenchon est le symbole d'un antilibéralisme tout près de s'abandonner aux sirènes totalitaires, bien plus qu'il n'est l'héritier des gauchistes de 68. Et j'aurais envie de dire aussi que de Macron et de Mélenchon, c'est Macron qui est bien plus proche que Mélenchon du Cohn-Bendit de mai 68. J'assume. Mais paradoxe, je vais rassurer les âmes sensibles, notre président ne sera-t-il pas victime d'un nouveau grand écart entre les aspirations libertaires dont il est porteur, peut-être sans l'avoir vraiment décidé, et la dimension jupitérienne que lui-même revendique? Le 11 janvier dernier, l'excellent philosophe allemand Peter Sloterdijk, dans Le Point, concluait un article par ces mots. Le titre « En France, la guillotine n'est jamais loin ». En France, le fait d'avoir balayé l'ancien système rend Macron aussi illégitime vis-à-vis de cet ancien système, qui a hélas façonné les Français, toujours prompts à révolutionner, c'est-à-dire étymologiquement revenir au point de départ. Je pense que Michel Maffezoli peut faire valoir son copyright à propos de cette formule. Sloterdijk est un excellent observateur de la société française, c'est peut-être la distance qui sépare de nous, qui fait de lui un observateur que je trouve toujours remarquable. Donc peut-être un héritage macronien qui n'a pas été mis en évidence pour les raisons que j'ai indiquées par les observateurs, ou en tout cas ça m'a échappé. Et deuxièmement, et je vais peut-être vous étonner encore davantage, l'héritage islamiste. À propos des jeunes françaises qui sont parties faire le djihad, un spécialiste de la déradicalisation, qui a un nom un peu compliqué, Farhad Khosrow-Khavar, s'exprimait ainsi dans le Figaro du 18 septembre 2017. L'idéologie de Daesh se veut un contre-pied à tous les idéaux de mai 68, que sont l'occultation de la violence et de la mort, la promulgation d'une société ouverte et anti-patriarcale. Cette affirmation a très certainement une part de vérité, je n'en conteste pas la totalité. Mais ne peut-on pas reprocher à cette affirmation de ne retenir de mai 68 qu'une seule dimension, celle de l'hédonisme, celle de l'individualisme libertaire? Si l'on se souvient que le mouvement de mai 68 manifestait aussi, à la suite du mouvement hippie américain, un puissant rejet du matérialisme, une exécration de la société de consommation, ne faut-il pas voir aussi dans la séduction opérée par l'islamisme un héritage de ce moment culturel? Alors certes, les différences sont considérables. La spiritualité propre à certains courants soixante-dix-taires a bien peu à voir avec la religion radicalisée des djihadistes. Elle en est même l'exact opposé. Mais les uns et les autres ne partagent-ils pas le même rejet d'un mode de vie qui s'est répandu à la surface de la Terre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans la seconde moitié du XXe siècle? Nouveau paradoxe, il serait légitime, peut-être,
de considérer l'islamo-fascisme, je suis personnellement très attaché à cette expression, qu'utilise beaucoup mon ami Pierre-André Taguieff, il serait légitime de considérer l'islamo-fascisme comme s'alimentant à deux racines, éminemment contradictoires, ce qui est peut-être rassurant, une racine totalitaire sur le plan de la méthode, tout est permis, qui sert l'objectif final, et une première racine donc héritière des groupes terroristes de l'ultra-gauche qui ont sévi dans les années 80 en Europe, et une seconde racine antimatérialiste sur le plan du contenu, cette fois idéologique, qui serait l'héritière des années 60. Alors je vais aller encore plus loin dans l'audace, avec une conclusion futurologique. Après avoir travaillé la société française pendant près d'un demi-siècle, est-ce que ce grand écart auquel j'ai consacré cet embryon de réflexion, ce grand écart a peut-être trouvé une issue dans le à la fois ou dans le en même temps macronien? Le politologue Philippe Reynaud, qui a écrit très récemment un bel ouvrage, Emmanuel Macron, une révolution bien tempérée. On est dans notre sujet. Montre comment le succès de Macron tiendrait au fait qu'il est le premier à assumer le centrisme dont Giscard, Bayrou et bien d'autres ont rêvé de l'appliquer en France. Il serait le premier à mettre en œuvre cet art de gouverner au centre qui correspondrait, selon certains, à l'aspiration profonde du peuple français. Mais je l'ai signalé, deux nouveaux grands écarts vont travailler cette fois la société française dans les années à venir, et je vais terminer avec ces deux grands écarts. Le premier grand écart, il tient à la stature ambiguë du président de la République. Porté au pouvoir par un mouvement qui n'est pas sans rapport, je l'ai indiqué, avec le spontanéisme 68A, mais qui rêve d'une présidence jupitérienne, seule apte à barrer la route au retour des vieux appareils. Sloterdijk, dans l'article déjà cité, l'affirme de façon catégorique. La position d'Emmanuel Macron, nous dit Sloterdijk, est précaire, et je le cite, « il ne pourra pas se permettre une seule défaite ». Cette phrase de Sloterdijk, je la vois reprise aujourd'hui chez un certain nombre d'observateurs politiques. Est-il absolument exclu que nous entendions d'ici 2022 des cortèges hurlant « 5 ans, ça suffit ». Je m'aventure là, je ne joue pas au prophète, c'est un clin d'œil. Le second écart oppose deux rejets antithétiques de la société de consommation, issus l'un comme l'autre des années 60 et de mai 68 en particulier. Un rejet que j'appellerais de type écologique, héritier des mouvements américains qui voulaient rompre avec une consommation attentatoire aux équilibres naturels, mouvements tous plus ou moins liés à une spiritualité qu'on qualifiait de New Age à l'époque, donc un rejet de type écologique de la société de consommation, et un rejet islamiste de cette même société, un rejet monothéiste violent et archaïsant, cherchant à nous reconduire à l'époque d'un islam idéalisé, et sans doute totalement fictif, qui impose à chacun de ne porter son regard que vers Dieu et de mépriser les séductions terrestres. Le premier grand écart se résoudra nécessairement dans les prochaines années, en 2022 ou en 2027 si Macron fait un second mandat. Quant au second grand écart, il risque de secouer nos sociétés jusqu'à la fin du XXIe siècle. Pardonnez-moi d'avoir joué au prophète, mais vous m'avez écouté avec attention. Je pense que vous seriez mis à hurler si vous aviez pensé que l'adjoint à la culture était dans un délire total. Merci de m'avoir écouté.